Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Michael Picha pour parler d'un sujet que je voulais aborder avec un spécialiste depuis très longtemps, à savoir le lien entre le stoïcisme et les thérapies comportementales cognitives. Michael Picha est docteur en psychologie des processus cognitifs, maître de conférences des universités en psychologie. Il est co-directeur pédagogique des programmes management et coaching de l'université Paris-Dauphine PSL et du cabinet CRISIP dont il est le fondateur. Et enfin, comme beaucoup d'entre nous, il est aspirant à la sagesse stoïcienne. Dans ce podcast, nous allons voir ce que sont les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, quel rapport il y a entre stoïcisme et TCC, comment utiliser les TCC avec le stoïcisme pour mieux faire face aux soucis psychologiques, pour se développer et se construire. Nous allons parler de quelques exercices très intéressants qui nous viennent des TCC, qui peuvent être très utiles dans la pratique du stoïcisme. Et enfin, nous allons voir ce que le cabinet CRISIP, fondé par notre invité, propose en termes de formation et d'accompagnement pour une meilleure pratique des TCC et du stoïcisme. J'espère que ce podcast vous montrera à quel point les TCC peuvent être intéressants pour alimenter le travail sur soi, demandé depuis la fondation du stoïcisme en tant qu'école philosophique. Bonne écoute. Bonjour Mickaël. Bonjour Ali, Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour le merci. podcast parce que vous êtes un spécialiste, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes un spécialiste des thérapies comportementales cognitives. Et en fait, dans mes recherches dans le stoïcisme, je croise souvent des allusions aux thérapies comportementales cognitives, enfin, des articles, des gens qui sont spécialistes du sujet et qui font le lien entre stoïcisme et thérapie comportementale cognitive. J'aimerais beaucoup en parler aujourd'hui avec vous en tant que spécialiste. Donc les TCC, euh, si vous pouvez nous expliquer ce que c'est les thérapies comportementales cognitives, s'il vous plaît. Ok, alors du coup, je vais distinguer ce qu'on appelle les TCC classiques et puis les TCC dites troisième vague. Euh, les Oui. TCC classiques, donc initialement développés par Beck et Ellis, qui sont tous les deux américains, euh, euh, postulent que nos pensées sont à l'origine de nos réactions émotionnelles et Mm. comportementales. Et donc, lorsque un individu donné a des émotions ou des comportements qui vont être identifiés comme problématiques, eh bien, on va modifier les pensées dysfonctionnelles qui sont à l'origine de ces réactions Mm. émotionnelles et comportementales problématiques. Alors, ça fonctionne dans ce sens-là, ça fonctionne aussi en sens inverse par rétroaction. Les TCC classiques, elles vont aussi postuler que modifier les émotions et les comportements qui sont problématiques avec des techniques, on va dire directement, non pas cette fois-ci cognitives, mais directement émotionnelles et comportementales, et bien par feedback, ça va modifier les pensées problématiques ou dysfonctionnelles sous-jacentes. Donc D'accord. ça, c'est les TCC classiques. Euh, Mhm. les TCC troisième vague, donc plus récentes, euh, elles intègrent la question, ou elles intègrent plus avant la question des émotions et puis la question aussi du sens, des valeurs, euh, notamment en développant l'idée qu'on doit accepter nos pensées problématiques, c'est ce qu'on Ouais. appelle la diffusion cognitive, et puis aussi développer notre compétence d'acceptation émotionnelle face à nos ressentis affectifs qui sont difficiles. Donc ça, ce sont les D'accord. TCC euh, Troisième vague. euh, ouais, troisième Mhm. vague. Euh, qui ont, on va dire, un vrai apport par rapport au TCC classique, dans le sens où les TCC classiques, mais à l'instar aussi du stoïcisme, mais on aura l'occasion d'en discuter, Mhm. sont un peu trop radicales et oublient parfois notre condition d'être humain. Et un être humain, Mhm. ça a des émotions, des Je vois. pensées, des comportements qui ne sont pas toujours régulables, ou qui ne sont pas totalement régulables. Voilà. D'accord. Je vois. Donc, les
thérapie comportementale cognitive de celle classique, c'est ben, le comportement et la cognition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on pense. C'est ça, et l'idée derrière, c'est que ben, en fait, en agissant sur comment on pense, on va changer comment est-ce qu'on se comporte, et en changeant comment est-ce qu'on se comporte, on va changer aussi comment est-ce qu'on va penser. Mais du coup, ça, vous dites que c'était un peu réducteur parce que c'était un peu, enfin, c'est trop robotisé, c'est un peu trop mécanique, c'est ça? C'est ça. Et c'est là où on a une réelle valeur ajoutée des TCC troisième vague, notamment ce qu'on Mhm. appelle l'acte, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui va nuancer cette idée-là d'ailleurs, dans une espèce d'inspiration, on pourrait dire bouddhiste notamment, nous apprendre à nous mettre en paix aussi et à accepter nos émotions difficiles, nos pensées difficiles. Euh, D'accord. Même si on pourrait dire que ces troisième vague, elle, elle, elle tombe dans un autre excès inverse qui consiste parfois à nous rendre un petit peu passifs cognitivement, ou je vais le dire autrement, à oublier aussi, et c'est là clairement que le message du stoïcisme est important pour nous, à oublier que le négatif, on ne doit pas que l'accepter, enfin le vécu psychique négatif, on ne doit pas que l'accepter et se mettre en paix avec lui. On doit aussi le travailler parce que, Mm. comme Épictète nous l'apprend, pour partie, il n'y a pas de négatif, il n'y a qu'une construction psychique Mm. douloureuse des situations. Une représentation, c'est ça, comme dirait Épictète. Ouais, d'accord, je vois. Je vois. Donc, les TCC troisième vague veulent être un peu plus, enfin, englober plus la psychologie humaine et pas juste la partie réaction, action, pensée, et avoir un peu plus sur niveau émotion. Mais comment est-ce que, ils essayent de le faire? Enfin, c'est quoi comme pratique qui permettent de faire ce genre de choses. Alors, les TCC troisième vague, bon, elles ont une palette d'outils. Euh, euh, Première technique, on va dire centrale, notamment de l'acte, la diffusion cognitive. Alors, la Mhm. diffusion cognitive, qui a une vraie parenté, mais on en parlera plus tard avec la question de l'époquet, la suspension du Ouais. jugement chez les stoïciens. Euh, 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 la diffusion cognitive, c'est la capacité ou c'est la compétence à comprendre que nos pensées sont que des pensées. Donc voilà, exemple de Ah, technique ouais. Je vois. dans l'acte, même s'il faudrait que je développe. Mhm. L'acceptation émotionnelle, c'est la même chose, mais avec le versant, on va dire, proprement Mhm. affectif, prendre conscience, accepter la présence de nos émotions difficiles. Je vois. Donc, c'est lorsqu'on a des pensées, on se dit, ben, ce sont juste des pensées que j'ai. C'est pas de se tout de suite essayer de poser un jugement dessus, comme c'est ça? Les TCC classiques vont viser à supprimer les pensées négatives. Les Hmm. TCC troisième vague vont pas chercher à les supprimer. Au contraire, elles vont chercher à les accepter et à faire en sorte qu'on se mette en paix avec leur présence finalement Hmm. irrépressible. Oui, je vois, d'accord. La même chose pour les émotions. Du coup, c'est accepter les émotions, c'est pas essayer de combattre les émotions, mais essayer de dire ben, j'ai une émotion, voilà ce qu'elle est, comment elle est, Elle et est là, elle elle est fait là. partie de C'est ça. moi, elle est Mhm. ma réalité psychique ici et maintenant. Je Et vois, je dois me mettre en paix avec elle. je vois, ça me rappelle bah, beaucoup de choses que j'ai vues, par exemple, dans le bouddhisme, sur le fait de se rendre compte, d'être conscient de ses pensées, en méditation, par exemple, pleine conscience, de voir les pensées arriver et de se dire, ah bah, c'est juste des pensées, et de les laisser passer, et la prochaine pensée va encore apparaître, et puis elle va passer, et de se rendre compte que ne pas s'accrocher tout de suite, c'est ça, c'est un peu le même principe. La diffusion cognitive et l'acceptation émotionnelle, ce sont des caractéristiques effectivement de la mindfulness, de la pleine conscience, et Mhm. qui a, comme vous l'avez rappelé à l'instant, Ali, très clairement une inspiration bouddhiste. Oui. D'accord, ok, très bien. Je vois, je vois. Euh,
Et donc, on a parlé d'Épictète, donc les, euh, les thérapies comportementales cognitives, en tout cas les classiques, bah, ça me rappelle beaucoup justement le stoïcisme. Parce que le stoïcisme, notre cher Épictète nous dit, eh ben, ce ne sont pas les choses qui nous font mal, mais notre représentation des choses qui nous fait mal. Et du coup, comment est-ce que c'est arrivé en fait le stoïcisme par rapport aux thérapies comportementales cognitives? Est-ce que l'invention des TCC a été influencée par le stoïcisme? C'est quand même assez proche. Alors, très clairement, oui, notamment du côté d'Albert Ellis. Euh, Hmm. alors, euh, je vais répondre de la façon suivante. On va dire que la psychanalyse, euh, euh, Oui, euh, donc elle psychanalyse nous de pro- Freud, par exemple. la Hmm. psychanalyse freudienne, c'est un storytelling euh, 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 d'assujettissement psychologique à nos processus psychiques inconscients. L'idée de la psychanalyse, c'est Mhm. tu es agi par ton inconscient. Il y a quelque chose qui te Ah. dépasse, c'est ton psychisme, et en l'occurrence une partie de ton psychisme qui est ton inconscient. Les thérapies brèves, et notamment les thérapies cognitives et comportementales, elles, on va dire, elles relèvent d'une approche qui est radicalement différente, non pas de l'assujettissement psychologique comme on peut le voir dans la psychanalyse, mais au contraire de l'empowerment, de Ah, l'autodétermination. je vois. Les thérapies brèves, à nouveau, notamment les TCC classiques, elles postulent les deux choses suivantes. Premièrement, on peut prendre conscience de nos contenus psychiques, notamment de nos contenus psychiques dysfonctionnels, nos pensées automatiques, nos biais cognitifs, nos croyances limitantes. Et deuxièmement, on peut les réguler. Donc, vous voyez, Hmm. épistémologiquement, on a une vraie différence entre la psychanalyse de l'assujettissement Je vois. psychique et les TCC de l'empowerment, de la prise de pouvoir au moins partielle sur nos processus psychiques. Donc, vous voyez, on a deux Hmm. constructions épistémologiques de notre rapport au psychisme qui sont clairement différentes. Hmm. Et ça, cette idée des TCC, elle a très clairement une origine stoïcienne. Alors, on a plusieurs. Une première, ce que je viens de mentionner à l'instant, hein, j'ai prise avec les TCC, selon les TCC, j'ai prise au moins partielle sur mes processus psychiques. C'est-à-dire non seulement je peux en prendre conscience, mais je peux les réguler. Oui. Ça rejoint très clairement, on va dire, le concept central ou un concept vraiment central de l'Enchiridion d'Épictète, du manuel Le d'Épictète, manuel des... c'est la notion de pro-aéresis. La pro-aéresis, c'est une espèce de super pouvoir psychique dont on est tous dotés. Capable. Hmm. Euh, 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 alors, comme tous les termes grecs, c'est impossible de le traduire, mais on pourrait le traduire en disant que la proairesis, c'est la liberté de réaction psychique face aux événements. Hmm. Capacité de Euh, choix. C'est ça la un peu, capacité de capacité choix, de la choix. capacité de choix, effectivement. Hmm. Épictète nous dit, tu n'es pas assujetti aux événements, tu as la liberté de réaction, tu as la liberté de choix de réaction psychique Hmm. face aux événements. Marc Aurèle, par exemple, nous dit les choses ne peuvent produire nos jugements, ou les choses ne touchent pas l'âme, ou Hmm. encore les choses n'ont pas accès à l'âme. Vous voyez, il y a bien cette idée que il y a un monde extérieur, Hmm. il y a mon monde psychique, mais le rapport est pas immédiat. Je ne suis pas assujetti quant à mes réactions psychiques à ce monde extérieur. J'ai une liberté de choix. Et Hmm. ce super pouvoir,
bah, on va dire, il est en puissance en nous, au sens d'Aristote, et tout le message d'Épictète, c'est de le transformer en acte, Oui. c'est-à-dire de développer cette compétence oui, de régulation de nos réactions psychiques Aux aux événements, ce événements. qui arrive. Donc, ça, c'est un premier lien qu'on peut voir pour répondre à votre question, Ali, Oui, entre stoïcisme TCC. et TCC. Euh, une deuxième relation peut être la suivante. Dans les TCC classiques, notamment les TCC classiques à la hélice, on va se centrer sur ce qu'on appelle l'exigence. Alors, l'exigence, c'est finalement le décret que moi, individu, je vais faire, le décret que le monde euh, doit fonctionner conformément à mes attentes, conformément aux attentes que j'ai à son endroit. Sinon, je ne peux qu'en souffrir. Euh, et ça, l'exigence dans les TCC d'hélice, c'est la matrice de notre souffrance et de nos dysfonctionnements psychiques. Ce qui Et veut, il veut dire que, ouais, enfin, pour que je comprenne un peu mieux, c'est que on a trop d'exigences par rapport au monde, c'est ça? On veut que le monde soit comme nous, l'imagine et pas comme il est. c'est C'est ça. ça? Alors, le mot exigence, hein, en anglais, Elise dit must or demand. Ah oui. C'est pas l'exigence, on va dire au sens français de ce terme. Mhm. L'exigence dans les TCC d'Hélice, c'est vraiment un rapport de contrôle que je Oui. veux avoir avec le monde qui m'entoure. Je veux Mhm. que le monde, les autres, les Oui. événements soient conformes à mes désirs, à mes Oui. besoins, à mes attentes, à ce que moi je juge bien. Donc ça, c'est le concept, on va dire, central Mhm. des TCC à la hélice. Le concept problématique central dans les TCC. Euh, euh, et ça, clairement, ça rejoint ce que nous dit Épictète quand il nous invite à accepter et à nous mettre en paix avec les choses extérieures qui, nous dit-il, sont tadeuc et fémines, hein, elles ne dépendent pas de Pas de nous. nom. Et essentiellement, quand Épictète parle de ça, il nous cite les quatre exemples que sont le soma, le corporel. Donc le Mhm. corporel, ça va être ma santé, ma force, les effets de l'âge, mon apparence physique, mes caractéristiques physiques, mes réactions émotionnelles primaires aussi. Donc ça, c'est première chose qui dépend pas de nous. Mhm. Deuxième chose qui dépend pas de nous, nos opinions, les doxai. Donc là, c'est les opinions des autres, ce que les autres pensent de moi, ma Oui. réputation. Troisième chose qui dépend pas de moi, mes possessions, les ktesis, les objets matériels, les biens patrimoniaux, mon argent, mes titres, puis par extension mes biens symboliques, mes amis, ma famille, mon conjoint. Et quatrièmement, tout ce qui va être de l'ordre de l'archaï, c'est-à-dire le pouvoir, mon niveau de poste, mes titres, mon aura sociale. Euh, et Épictète nous dit, si tu veux que ces choses-là, qui ne dépendent pas de toi, eh bien, dépendent de toi, euh, tu ne peux que souffrir. Ouais. Tu Tu ne seras peux malheureux. donc, tu seras malheureux et tu accuseras les dieux et les hommes, nous Mhm. dit-il. Donc, autrement dit, ce que nous dit Épictète, c'est si tu veux contrôler ces choses extérieures qui ne sont pas contrôlables, tu ne peux que en pâtir. Et ben Mhm. ça, c'est exactement la notion d'exigence L'exigence, oui, je vois. au sens d'hélice dans les TCC troisième vague. D'accord. Dans les TCC classiques, plutôt, c'est Dans ça. les TCC classiques, absolument. Ouais. Les TCC classiques, d'accord. Et du coup, on rapproche le stoïcisme comme ça avec les TCC classiques. Donc, je comprends qu'il y a quand même il y a un gap entre peut-être le stoïcisme et les TCC de troisième vague, parce que le stoïcisme, peut-être qu'il
il pousse à accepter le monde, des choses qui ne dépendent pas de nous, tels qu'ils sont, à les accepter, et à agir sur les choses qui dépendent de nous, à faire agir sa proérésis, donc. Euh, mais par rapport au TCC troisième vague, donc toute cette partie qui est influencée par le bouddhisme, sur le fait d'accepter ses émotions, comment est-ce que vous voyez le rapport avec le stoïcisme? Comment est-ce que le stoïcisme aborde ça par rapport au TCC troisième vague? Alors, comme toujours, hein, la réponse est pas univoque, hein. Épictète nous dit chaque chose a deux anses. Euh, euh, un point commun, un point de convergence qu'on peut voir entre TCC, troisième vague, Mhm. c'est-à-dire typiquement l'acte, hein, la thérapie d'acceptation et d'engagement, mais aussi la mindfulness. Euh, euh, un point de convergence qu'on peut identifier, c'est la notion de diffusion cognitive. Alors, Mhm. pour rappel, j'en ai parlé très sommairement tout à l'heure, la diffusion cognitive, c'est une compétence métacognitive, hein. Donc, la métacognition, c'est la pensée sur ma propre pensée, Non, une ouais, espèce je vois. de pensée au carré. Euh, euh, la diffusion cognitive, c'est la compétence métacognitive à prendre conscience de nos contenus de pensée difficiles, à les observer et à comprendre qu'ils ne sont pas la vérité, pas tous les aspects de la vérité, pas la Hmm. réalité, pas tous les aspects de la réalité. Autrement dit, c'est comprendre que cette pensée problématique, douloureuse, là, qui m'arrive à l'esprit à cet instant, ce n'est qu'une production électrochimique, on pourrait dire, temporaire de mon cerveau, et que je suis pas obligé de me laisser envahir complètement Hmm. par cette pensée. Euh, et ben ça, cette idée, elle rejoint euh, assez clairement un certain nombre de concepts d'Épictète, et je commence bien évidemment par la question de la fantasia, c'est-à-dire la représentation, Hmm. l'apparence. Euh, la fantasia, c'était on va dire un contenu de pensée à deux étages. Étage numéro un, c'est le fait. Étage numéro deux, c'est le jugement que je vais porter sur le Ok. fait, c'est-à-dire l'hypolepsis. Euh, euh, et Épictète, il n'a de cesse de nous inviter à avoir un examen critique sur ces représentations, sur ces apparences qui émergent en nous. Je vous cite une première phrase d'Épictète. Quand tu vois quelqu'un pleurer parce qu'il a perdu ses biens, prends garde à ne pas te laisser emporter par la représentation, par Hmm. l'idée, par l'apparence, que les accidents qui lui arrivent ainsi du dehors sont des mots. Mais aussitôt, tiens près de cette pensée, ce qui meurtrit cet homme, ce n'est pas l'événement, pas le fait, c'est Hmm. le jugement qu'il porte sur lui. Autrement Hmm. dit, Épictète, ce qu'il nous invite à faire, c'est à ne pas donner notre assentiment, son Hmm. katathésis en grec, à ne pas donner notre assentiment immédiatement à une pensée qui émerge en nous. Autrement dit encore, ce qu'il nous invite à faire, c'est à développer un rapport métacognitif avec nos pensées, avec nos représentations. Et je cite cette phrase extraordinaire d'Épictète que vous connaissez, à propos de toute apparence pénible, prends soin de dire aussitôt, tu n'es qu'une apparence, tu n'es qu'une idée, tu n'es qu'une représentation, Hmm. et pas le phenomenon, c'est-à-dire pas la réalité, pas le fait ou Ouais, pas ce qui te semble vrai. je Et vois. donc, vous voyez là, on a vraiment une convergence avec la notion de diffusion cognitive Hmm. au sens des TCC troisième vague, notamment de l'acte, thérapie d'acceptation et d'engagement, et de la mindfulness. Même Hmm. si l'acte, j'allais dire, euh, on va dire, oublie une notion stoïcienne centrale qui est que bah, cette pensée, il ne faut pas que l'accepter et l'observer.
il faut aussi comprendre qu'elle existe parce que j'ai décidé de construire psychiquement, de construire mentalement la situation d'une certaine façon. Et ça aussi, c'est à travailler. Je vois. Ouais. Bah, justement, je voulais te poser une question par rapport à ça, c'est que dans le stoïcisme, du coup, avec Épictète, c'est la représentation n'est qu'une représentation et n'est pas encore quelque chose sur laquelle je dois porter un jugement, sur lequel je dois donner mon assentiment. Mais au final, il pousse quand même à faire un jugement, enfin un jugement qui est approprié, qui se veut approprié selon Épictète et stoïcisme. Et dans les TCC troisième vague et c'est l'acceptation et la diffusion, j'ai l'impression que c'est là, voir ses pensées et ne pas avoir à porter de jugement. C'est que c'est juste, il y a des pensées qui traversent l'esprit et ce n'est pas nécessaire que je porte un jugement. Euh, et je me demande, est-ce que c'est pas non plus, c'est pas aussi une bonne chose en fait de ne pas porter de jugement Bien et ne sûr, pas avoir. mais bien sûr, et c'est là où les TCC troisième vague, elles sont extraordinaires et vraiment Hmm, complémentaires par rapport au TCC classique, parce que hmm, finalement, si moi je porte un jugement sur une pensée négative, ah, je ouais, suis encore en train de penser à mon emploi que j'ai perdu et ruminer hmm, dessus, eh bien, pour citer Élise, je me mets en double peine. Donc oui, effectivement, le jugement sur mes émotions et sur mes pensées douloureuses hmm, va générer un surcoût de souffrance. Et l'acte, comme la mindfulness, hein, donc les TCC troisième vague, ont raison de nous expliquer que on doit arrêter de juger ces contenus de pensée qui nous font souffrir, pour arrêter de sursouffrir. ouais, Oui, elles ont parfaitement raison. Et en même temps, hmm, et en même temps, à nouveau, chaque chose a deux sens. Et en même temps, euh, elles nous rendent trop passives. hmm, C'est-à-dire qu'elles nous condamnent à la souffrance, euh, comme si cette souffrance, elle n'était pas aussi le fruit de, à nouveau, la construction psychique que hmm. je décide de faire des événements qui me font face, construction psychique qui va générer ma souffrance. Donc, l'acte, à mon sens, a Je vois. raison et a Mhm. tort. Ouais, ouais, non, je comprends très bien, parce que faut au final trouver un sorte d'équilibre, c'est-à-dire C'est ça. on peut pas tout le temps être tout le temps en train de juger tout ce qui se passe dans notre tête, sinon on devient juste fou en fait, que ce soit en bien ou en mal, en fait, c'est ça que je me dis, c'est que même si le stoïcisme nous pousse à avoir un jugement approprié, c'est toujours un jugement, c'est toujours quelque chose qu'on dit, ah oui, non, ça, ce n'est rien de toute façon parce que ça ne dépend pas de moi, etc. Mais ça reste quand même un effort qu'il faut faire et une difficulté. Et peut-être que parfois, il n'y a peut-être pas besoin de faire ce jugement. On a tout le temps des pensées qui traversent notre esprit. Et en même temps, l'autre chose, comme vous dites, c'est que il faut quand même agir. On peut pas juste dire non, c'est que des pensées, alors que en fait, on peut agir, on peut faire des choses, on peut changer. C'est ça? Le message d'Épictète, c'est que Mm. on peut réguler, en tout cas, au moins en partie, notre construction psychique du monde. Je vois. Ouais, le but, c'est de travailler sur ces représentations. Je vois, je vois. D'accord. Donc, merci beaucoup pour cette euh, exploration de ce que c'est que les thérapies comportementales cognitives, à la troisième vague, le rapport avec le stoïcisme. Et comment est-ce que les gens pourraient, à votre avis, utiliser ça, que ce soit le stoïcisme ou les thérapies comportementales cognitives classiques ou troisième vague, qu'est-ce que ça peut leur apporter, on va dire? Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ça dans leur vie de tous les jours? Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter, Ali? Être heureux, moins souffrir. Donc, c'est énorme ce Ah, que c'est ça peut clair, c'est clair. nous apporter. Euh, Mm.
il y a effectivement des choses à combiner entre stoïcisme, TCC Mhm. classique, TCC troisième vague. Euh, le stoïcisme et les TCC classiques euh, euh, mettent le focus sur l'acceptation externe, c'est-à-dire Mhm. je me mets en paix avec les événements du monde extérieur qui sont frustrants. Ouais. L'acte avec les TCC troisième vague, la mindfulness aussi, Mhm. euh, 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 elles vont faire un focus sur l'acceptation interne, Mhm. Je vois. l'autre facette, l'acceptation interne donc de mes émotions et de mes pensées difficiles. Il faut les combiner. Il faut les combiner et développer quelque chose donc qui va être une double acceptation, à la fois interne, pensée, Mhm. émotion difficile, et externe, les événements frustrants qui m'arrivent. Et ça, c'est le travail de cette double acceptation. Elle va me permettre de libérer toute l'énergie que je mettais jusqu'à présent dans le refus d'acter ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de moi, ce que l'acte appelle la lutte expérientielle, ce qu'Ellie s'appelle la double peine, la rumination, la diabolisation, l'anticipation anxieuse, Mhm. les accusations, les recherches de pseudo-causes. Et ça, cette énergie, du coup, je vais pouvoir la réallouer à l'action Mhm. ici et maintenant, au service de mes valeurs, au Mhm. service de mes aspirations, au sens de l'acte, et aussi au service du fait que je vais pouvoir jouer mon rôle, c'est l'ormais des stoïciens, conformément à ma nature d'être humain et à l'ordre des choses. Et puis aussi atteindre mes objectifs matériels. Pour le dire autrement, euh, cette double acceptation, euh, quand je suis pas dedans, je passe mon temps à refuser ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Donc, toute mon énergie, toute mon activité, je la mets dans cette douloureuse rumination de refus de ce qui est. Au Mhm. contraire, la double acceptation, elle va me permettre de me mettre en paix avec ce qui est et de réallouer cette énergie à, OK, la situation, elle est ainsi, elle est désagréable, Ouais. elle est frustrante, elle est douloureuse, mais elle est ainsi. Comment, ici et maintenant, Je peux je peux agir. agir Mhm. dans le sens de mes objectifs matériels et aussi de mes finalités, de mes valeurs, de ce qui fait sens pour moi. Voilà Mhm. une façon de penser la combinaison entre euh, euh, psychologie stoïcienne, TCC, TCC troisième vague. Je vois, donc c'est vraiment un rapport de l'acceptation dans le sens, par exemple, d'Épictète, c'est mieux travailler sur ses représentations, voilà, travailler sa proérésis au lieu de ruminer, agir, enfin, se rendre compte qu'on est en train de ruminer et agir. Et la TCC troisième vague, par exemple, va nous apporter le fait de se rendre compte, d'accepter en fait ce qui se passe en nous et de faire la paix avec ce qui se passe en nous. Et les deux anses, comme vous dites, essayer de porter avec les deux anses. D'accord, c'est très très bien, je vois, je comprends. Comment est-ce que ça se matérialise en fait? Parce que euh, en termes de pratique, il y a Pierre Hadot, que vous connaissez certainement, qui est un historien de la philosophie, qui a parlé de la philosophie antique comme une manière de vivre. Une manière de vivre, et ça passe par une pratique de ce qu'il a appelé les exercices spirituels. Ces exercices spirituels, c'est des exercices qu'on fait la journée pour essayer de plus se travailler soi-même. Donc, dans le cadre du stoïcisme, ça serait travailler sur ses représentations.
Comment est-ce que vous voyez cette pratique? Comment est-ce qu'on fait en fait tous les jours pour être plus stoïcien, pour être meilleur Ok. en TCC? Alors, faites bien évidemment bien de parler de Pierre Hadot euh, qui nous rappelle que la philosophie telle qu'on la conçoit actuellement est extrêmement différente de la philosophie de l'époque hellénique et très clairement le stoïcisme. Euh, euh, la philosophie est devenue une discipline académique, intellectuelle. Euh, euh, je citerai Épictète en disant de grammairien de texte. Qu'est-ce que c'est qu'actuellement faire la philo? C'est expliquer, définir, coordonner des concepts. Oui, et Pierre Hadot. Thoreau, je citerai Thoreau qui dit il n'y a plus de philosophes, mais que des professeurs de philosophie Oui, c'est ça, c'est aussi. ça. Et puis peut-être d'ailleurs tient des propos extrêmement proches de ça déjà à son époque. Hmm. Euh, il y a 2000 ans. Pierre Hadot a raison de nous ramener à l'essence de la philosophie stoïcienne, qu'est la praxis, la pratique, l'expérience en moi, à titre personnel, de ces concepts-là. Euh, euh, J'aime bien rappeler à mes étudiants en psychologie notamment qu'ils doivent être le porteur des référentiels théorico-pratiques qu'ils utilisent dans le cadre de leur accompagnement en Mhm. coaching ou en psychothérapie. Si on fait pas ça, eh bien, on devient, comme vous l'avez dit, Ali, un professeur, quelqu'un qui est dans l'intellection des choses, Oui. euh, euh, mais ce qu'on doit viser, c'est l'expérience à titre personnel de ces concepts-là. Et alors, il y a plein de façons de répondre à votre question, hein, qui est, Oui. OK, comment on fait pratiquement alors, je pourrais citer par exemple l'écriture. Quand Arien écrit ce qu'on appelle Diatribae et l'Enchiridion, c'est-à-dire les entretiens d'Épictète et le manuel d'Épictète, il fait pas ça pour se faire publier ou pour faire un cours. Il fait ça parce que c'est une façon pour lui de méditer, de travailler, de s'approprier, d'internaliser, comme nous dirait Vygotsky, ces notions-là. Euh, euh, un concept qui me semble particulièrement pertinent à opérationnaliser, c'est la notion d'hypolepsis. Mhm. Qui est éphémine, pardon, nous dit Épictète, c'est-à-dire qui dépend de nous. Euh, Hypolepsie, c'est, comme vous savez, c'est le jugement de valeur que je porte sur les choses qui m'arrivent. Souvenez-vous, on parlait de la fantasia tout à Oui. l'heure, hein, je vous disais, c'est en fait quelque chose qui a deux étages. Étage 1, le fait en lui-même, on va dire Mhm. neutre. Étage 2, le jugement de valeur que moi, individu, je vais porter sur ce fait. Euh, un jugement de valeur, et notamment un jugement de valeur négatif, c'est un rajout mental de négativité que je vais réaliser sur la valeur morale, là on va parler de moralisation, ou Mhm. sur les conséquences d'une chose. Là on va parler de catastrophisation. Et on a tous tendance à produire des jugements de valeur négatifs. Exemple, Karine n'est pas sérieuse. Ça, c'est un hypolepsis, un jugement de valeur de type moralisation. Oui. Ou c'est insupportable. Ça, c'est un jugement de valeur de type catastrophisation. Donc, porter un jugement de valeur négatif sur un événement, ça consiste à arbitrairement plaquer sur cet événement un décret péjoratif de valeur morale, par exemple en disant il a abandonné sa femme, au Ah. lieu de dire
il a quitté sa femme, ou Hmm. un décret de surdifficulté, par exemple en disant c'est une catastrophe au lieu de dire c'est une difficulté. Ouais, je vois, d'accord. Alors, c'est important de bien comprendre parce que le but, c'est pas de pas évaluer et d'être dans une espèce de pensée positive. Ouais. C'est important de bien comprendre la différence entre réaliser une évaluation factuelle négative et Hmm. porter un jugement de valeur négative. Ce sont deux choses différentes. Réaliser une évaluation factuelle négative sur une situation ou sur une personne, ça c'est une chose, et une chose qui est nécessaire régulièrement. Par exemple, moi en tant que manager, ou moi en tant que client, ou moi en tant que enseignant, je dois évaluer des personnes ou des situations. Mais appliquer un jugement de valeur négatif, Mhm. ça, c'est autre chose. Et ça, À travailler. c'est Hmm. problématique. D'accord. Euh, je vais vous donner plus d'exemples pour qu'on comprenne Hmm. mieux. Je cite une phrase, ces particularités ne plaisent pas aux clients. Alors que je peux dire, voilà, ça, on va dire, Hmm. c'est une évaluation négative sans jugement de valeur négatif. Hmm. Mais si au contraire, je me mets à dire, ces excentricités ne pèsent pas au client, vous voyez, j'ai remplacé particularité par excentricité, là, je me mets à porter un Un jugement de jugement, ouais. valeur Hmm. négatif sur la situation. Je vois. Deuxième exemple, ne pas déclarer un salarié est illégal. Ok. Donc là, il y a C'est quelque un chose de fait, ouais. factuellement, Hmm. c'est un fait négatif. Négatif. Ok. Mhm. Mais si je dis ne pas déclarer un salarié est malhonnête, vous voyez, là, Ah, ok. je rajoute, comme Ouais, nous je dit vois. Marc Aurèle, quelque chose qui n'est pas dans le fait. Je Hmm. rajoute un hypolepsis. Ouais, je Troisième vois. exemple, la conclusion de son analyse est fausse. OK? Ça, c'est, on Mhm. va dire, éventuellement un fait négatif, Ouais. mais un fait. La conclusion de son analyse est stupide. Là, on voit Hmm. immédiatement l'hypolepsis. Donc, euh, porter un jugement de valeur négative sur une chose, ou sur un Hmm. individu, ou sur une situation, c'est reconstruire mentalement les choses comme étant fondamentalement un phénomène mauvais, anormal, moralement condamnable, et auquel il est particulièrement difficile de faire face. Ça, c'est la Hmm. notion du polepsis. D'accord. Et le problème, c'est que ces jugements de valeur négatifs que moi, individu, je porte sur les situations qui me font face, eh bien, elles vont provoquer un certain nombre d'effets contre-productifs. Alors, au niveau de ma pensée, premièrement, parce que mes jugements de valeur négatifs, ils vont me conduire à diaboliser les événements et les situations. Hmm. Deuxièmement, au niveau de mes émotions, mes hypolepsis, mes jugements de valeur négatifs, ils vont me faire anormalement mal vivre les situations, c'est-à-dire à me les faire encore plus mal vivre que je devrais normalement mal les vivre. Et puis Je au vois. niveau de mes actions, ces hypolepsis, ils vont me faire réagir de façon inappropriée. Hmm. Donc, le problème de l'hypolepsie, hein, c'est pas un problème, on va dire, intellectuel, c'est ça produit des effets. Émotionnel, ouais. Hmm. Ça produit des effets émotionnels et comportementaux qui sont de la souffrance, du dysfonctionnement, Hmm. etc. Et, Hmm. et du coup, bah, Épictète, pour continuer de répondre à votre question, il nous invite à travailler sur nos hypolepsies, sur nos Je vois. jugements de valeur Hmm. négatifs. Il nous invite à nous affranchir. Je- Souvent, Épictète, hein, qui, comme vous le savez, était un esclave, hein, disait aux grands de ce monde qui venaient l'écouter, il disait, mais ici, l'esclave, c'est pas moi, c'est toi. Parce que tu es
esclave de tes représentations et plus particulièrement de tes de tes jugements de valeur. Et ça, en Mmh. fait, quand on y réfléchit, ces jugements de valeur négatifs, c'est ça qui génère nos conflits, nos tensions relationnelles, nos difficultés d'estime de nous-mêmes, nos difficultés d'affirmation de nous-mêmes, le stress, l'anxiété, nos difficultés à gérer nos émotions, parce que, à nouveau, dans tous ces exemples problématiques que je viens de mentionner, on a toujours le même phénomène qui est mentalement, je surconstruis un monde de négativité au lieu de mettre en place une perception plus apaisante des situations, plus factualisée des situations. Et c'est ça le travail de l'hypolepsie. Mmh, je vois, je vois. C'est essayer de porter le jugement le plus objectif, de enlever en fait toute la poussière qu'on met au-dessus de quelque chose pour que on puisse avoir le regard le plus factuel, parce que on a tendance à mettre nos jugements hâtifs sur la chose. Et du coup, ça, c'est pour ça. C'est à travailler, c'est ça. Ça, c'est des choses qui sont à travailler tous les jours sur nos jugements et voilà, se rendre compte en fait de que lorsqu'on fait ce genre de jugement de valeur, essayer de revenir en arrière. C'est ça, c'est prendre conscience Mmh. dans mes propos, dans mes pensées, mais aussi dans les propos des autres, on va dire, de la densité de présence de Mmh. ces hypolepsis qui font semblant d'être des faits, mais qui sont en fait des jugements qu'on porte après Ouais, coup je vois. sur les faits. Mmh. C'est Feyerabend, l'épistémologue de la physique, hein, qui disait Facts are theory laden. Les faits sont chargés de théorie. Une bonne partie, et Marc Aurèle nous le rappelle notamment, hein, quand il nous dit tout est jugement, ce qu'il veut dire par là, c'est que on croit venir observer, raconter des faits, mais en fait, ils sont saturés, j'allais dire presque au sens chimique du terme, de jugement de valeur. Mmh. Et Je ces vois. jugements de valeur, ils me font souffrir, ils génèrent mon stress, ils génèrent mon anxiété, ils génèrent les conflits parce que ces jugements de valeur, ils me disent c'est mal, c'est anormal, c'est Mmh. une catastrophe, c'est dangereux, c'est insultant, c'est humiliant, c'est inadmissible, Mmh. etc., etc., etc. Qui ont fait surréagir et ajouter de la souffrance à la souffrance, oui, je vois. Quand vous parliez de ça justement sur, les jugements de valeur, ça m'a rappelé, ce que j'ai vu, quand je voyais un peu le sujet sur les thérapies comportementales cognitives, c'est, nos tendances à mal penser. Parce que dans les TCC, on dit des erreurs de pensée. J'ai par exemple, dans un livre, je lis les pensées, par exemple, noir et blanc, c'est-à-dire voir, dire, juger quelque chose en noir et blanc et pas voir la nuance. C'est-à-dire ça, c'est une C'est erreur de ça. pensée. C'est le surgénéraliser, c'est-à-dire trop généraliser quelque chose alors qu'en fait par exemple, ah oui, mais tout le monde de toute façon on ne m'aime pas, alors qu'en fait on a juste eu une mauvaise interaction avec quelqu'un. Et ça, c'est une erreur de pensée. Non, en fait, c'est juste une interaction qui était mauvaise avec quelqu'un et l'autre ne nous a pas apprécié pour on ne sait quelle raison. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne nous apprécie pas, par exemple. Ça, Euh, là, les exemples que vous mentionnez, donc, sont des exemples de biais cognitifs et plus hmm, précisément de biais de négativité. Effectivement, ce sont des mécanismes cognitifs qui sont porteurs de ces jugements de valeur que je vais porter sur les hmm, choses et qui, à nouveau, vont me faire construire psychiquement les situations d'une façon, par exemple, dichotomique, hein, blanc-noir, vous l'avez dit à ouais. l'instant, et donc extrémisée. Euh, à nouveau, hein, on peut se référer à cette phrase centrale d'Épictète, ce ne sont pas les choses qui te font souffrir, ce ne sont pas les faits qui te font Hmm, souffrir,
ce sont les jugements que tu portes Mm. sur ces choses. Mm. Et c'est à ça que nous invite, à ce travail-là que nous invite Épictète. Oui, ben, c'est un travail qui est très utile, je peux en témoigner, et qui est aussi très difficile parfois. Enfin, c'est un exercice de tous les jours quand même. C'est quelque chose qu'il faut. Ben, on a parlé ben là de mieux gérer ses représentations, ses mauvais jugements de valeur, et aussi faire attention à soi. C'est l'exercice que, on va dire que je trouve le plus fondamental. D'ailleurs, c'est ce que dit euh, Pierre Hadot. C'est l'exercice fondamental, c'est la prosoqué, c'est ça? Prosoqué. Attention à soi. C'est de se rendre compte, en fait, de ce qui se passe en nous, si on peut faire rapidement ce raccourci. Et ça, c'est un travail de tous les jours pour se rendre compte de ces mauvaises représentations. Alors oui, c'est difficile et fastidieux, Ali, mais c'est moins difficile que souffrir. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous êtes directeur enfin, fondateur du cabinet Fondateur, oui. CRISIP, fondateur du cabinet CRISIP. Donc, CRISIP du nom de un des stoïciens les plus importants, celui qui a écrit et le plus de théories stoïciennes, on va dire. Voilà, après Zénon, c'était celui qui a vraiment Oui, le c'est plus le théoricien enrichi, du c'est ça, stoïcisme. Ouais. ouais, le théoricien du stoïcisme, donc personne extrêmement importante dans l'histoire du stoïcisme. En cabinet Chrysippe, qu'est-ce que vous proposez en fait comme travail, comme accompagnement, comme Alors, oui. bah, le nom du cabinet a un sens, hein, il n'a pas été choisi au hasard. C'est une structure, on va dire, de psychologie appliquée. Donc, Mhm, on fait de la psychothérapie, du coaching, des formations à différentes techniques de psychologie qui peuvent être utilisées par on va dire, soit les psychologues, les managers en entreprise, mais mhm. le projet de fond, c'est de porter le stoïcisme, en fait. D'accord. Ce cabinet est le vecteur euh, qu'on a choisi pour porter le message du stoïcisme. Et le message du stoïcisme, si je voulais le résumer en une idée, c'est de se mettre en paix avec ce qui arrive, d'acter ce qui arrive pour réallouer toute l'énergie que je mettais jusqu'à présent dans le refus de ces choses frustrantes qui m'arrivent, Mhm, réallouer cette énergie dans une orientation action ici et maintenant au service de mes objectifs, puis aussi de mes aspirations d'un point de vue plus subjectif. Voilà, pour répondre à votre question, on fait des accompagnements psychologiques, on fait des mhm, formations, mais l'ADN de notre essence, de ce qu'on veut être, c'est de porter ce message de la philosophie ou de la psychologie mhm. stoïcienne. Donc, ça a l'intention de particuliers ou aussi potentiellement d'entreprises qui pourraient être intéressées par ce que peut apporter le stoïcisme, la philosophie stoïcienne et toutes les thérapies qui sont autour à l'entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. On a Mhm, des particuliers et des entreprises comme clients et notamment des entreprises qui sont sensibles à ce message, à ce double message stoïcien. Message un, mets-toi en paix avec les difficultés qui arrivent parce que c'est le quotidien de ton boulot de manager, mhm, par exemple. Et deuxièmement, du coup, vu que tu es arrivé à te mettre en paix, eh bien, agis ici et maintenant au service de ta fonction. Ça renvoie à la notion d'ormais mhm, chez Epictète. Epictète nous dit, joue ton rôle. Donc, c'est l'apaisement au service de
jouer son rôle ici et maintenant, son rôle professionnel si on parle d'un individu en entreprise ou mon rôle parental en tant que Mhm. parent, mon rôle de conjoint, mon rôle d'ami, etc. Mhm. D'accord, je vois, très bien. Très bien, bah, c'est vraiment super intéressant de permettre de pouvoir montrer un peu plus ce que le stoïcisme peut faire en fait au niveau individuel, mais aussi au niveau structurel en fait, au niveau de structures comme une entreprise, des relations humaines. Très bien, très bien. Merci beaucoup de faire ça. Euh, C'est super intéressant et j'allais dire surtout, c'est super nécessaire. Enfin, oui, on est dans une absolument. société euh, euh, qui est complètement mangée progressivement par l'anxiété de toutes sortes. Et c'est important d'apprendre à nous mettre en paix face à Mhm. ce qui est difficile dans le monde extérieur, nous disent les stoïciens, mais aussi dans notre monde intérieur. Et ça, à nouveau, ce sont les TCC troisième vague, on va dire, qui complètent le stoïcisme sur ce point-là, pour cet apaisement, agir ici et maintenant au service de ce qui est important pour moi et au service de je joue mon rôle. D'accord, je vois. Euh, je voudrais parler brièvement d'un sujet super intéressant. J'ai vu en fait sur le site que dans le cabinet Crisip, vous utilisiez de l'intelligence artificielle dans le cadre de vos travaux. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle énormément avec ChatGPT et tout Midjourney et toutes les utilisations possibles et incroyables de l'intelligence artificielle. J'étais curieux de comment est-ce que vous utilisez ça au cabinet Crisip. Alors, euh, on est en train de fabriquer trois types de bots en ce moment, trois types d'IA conversationnelle centrés sur le stoïcisme. Je vais répondre que sur cet aspect-là Oui, parce oui. qu'on notre activité en termes d'IA conversationnelle, elle va aussi sur d'autres domaines. Mais concernant nos IA, on va dire stoïciennes, il y a trois bots qu'on est en train de fabriquer. Un premier bot qui est un clone d'Épictète avec qui on peut converser pour qu'il nous enseigne comment réagir face aux difficultés. Un deuxième, donc c'est comme un manuel d'Épictète mais en live Ouais. avec qui on peut parler. Euh, Il doit euh, être entraîné sur les entretiens, c'est ça, les entretiens On d'Épictète. l'a, Oui. on l'a entraîné à partir des entretiens. Alors je vous épargne les détails techniques de fabrication de datasets, mais on l'a entraîné sur la totalité du manuel et des entretiens. En tout cas, Mhm. dans sa version pour sa première version. Un deuxième bot qu'on est en train de fabriquer, c'est un bot de travail de nos upolepsis, hein, ce dont on parlait tout à Mhm. l'heure. Notamment, D'accord. vous avez eu votre question de comment on fait concrètement. Mhm. Donc là, ce bot qu'on est en train de développer, il nous apprend il nous aide à prendre conscience dans nos phrases Mhm. choses qui ne sont pas du tout, contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on affirme, des faits, mais des Mhm. jugements de valeur négatifs, des upolepsis à nouveau, et il nous apprend à les transformer en faits, Mhm. à les Super factualiser. intéressant. D'accord. Et puis un troisième bot qu'on est en train de fabriquer, là spécifiquement en entreprise, c'est un manager stoïcien Mhm. à qui, en tant que collaborateur, on peut expliquer notre difficulté professionnelle du jour et qui va nous aider à nous mettre en paix avec cette difficulté, avec Ouais. cet événement qui ne dépend pas de nous, Mhm. tout en nous incitant à être orienté action ici et maintenant afin de jouer notre rôle professionnel. À nouveau, la Je vois. notion d'ormaille
au sens stoïcien. Mais j'allais dire, c'est complètement normal de faire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans un monde euh, où on a une explosion du développement des intelligences artificielles Mhm. conversationnelles, même si elles sont encore très limitées Ouais. actuellement. Euh, euh, Épictète, à notre époque, aurait fait exactement la même chose. Ce n'est qu'un moyen supplémentaire à notre disposition pour diffuser le message du stoïcisme. Et Oui. voilà, pourquoi se priver Ah, clairement. de ce moyen qui est extraordinaire. Euh, le but, c'est pas la substitution. Si je prends l'exemple de l'utilisation de nos IA en psychothérapie ou en coaching, le but, c'est sûrement pas on va dire le fantasme de la substitution, c'est-à-dire je ne vais plus aller voir Un un thérapeute. psychologue, un Mhm. psychothérapeute, mais je vais travailler avec une IA. Non, non, le but, c'est la complémentarité. Mhm. Euh, et c'est ça qu'on présente sur notre site Néocognition, c'est la complémentarité, c'est-à-dire les exercices que je fais en séance avec mon psychothérapeute, avec mon coach, ou les exercices que je fais dans le cadre d'une formation, eh bien, euh, 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 avec mon IA assistant personnel, entre les journées de formation ou entre les séances avec mon psy ou mon coach, eh bien, je vais pouvoir continuer Ouais. à faire ces exercices Ouais. stoïciens stoïciens parce que là, c'est sur ce point-là qu'on est. À nouveau, on l'utilise aussi dans d'autres cadres. Mhm. Ouais, 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 je vois. C'est essentiel de s'entraîner tous les jours. On ne peut pas avoir accès évidemment à un thérapeute euh, plusieurs fois par jour ou chaque jour. Et avoir la possibilité d'avoir une conversation qui est orientée pour de la thérapie, qui est faite par des professionnels de la thérapie, c'est vraiment un outil formidable. Je trouve ça vraiment formidable. Déjà, pour l'IA conversationnelle avec Epictet, j'ai hâte de me faire insulter par Epictet. Qui me dit, et quoi, qu'est-ce que tu penses? Tu fais n'importe quoi. Tout ça, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais quand on y pense, c'est exactement l'exercice que fait, par exemple, Marc Aurèle quand il explique, quand il écrit, pardon, Penser pour moi-même. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se remémore les phrases de son enseignement stoïcien et il Mhm. dialogue finalement avec ses maîtres, exactement comme le fait Arien Oui. quand il écrit le manuel et les entretiens. Il ne fait que redialoguer après coup mentalement avec Épictète. Et ben, Mhm. les IA conversationnelles stoïciennes qu'on est en train de travailler, elles font exactement la même chose. Mhm. Non, c'est super intéressant. Super intéressant. Moi, j'ai hâte en tout cas. Pour finir ce podcast, nous, à l'association Stoa Gallica, on est pour un stoïcisme contemporain, pour permettre de reconstruire le stoïcisme aujourd'hui avec toutes les dernières avancées techniques, humaines, psychologiques, pour faire revivre en fait cette philosophie que nous aimons beaucoup. Et je voudrais avoir votre vision de ce que pourrait être le stoïcisme aujourd'hui, le stoïcisme que vous partagez via le cabinet Crisip. Euh, Qu'est-ce que pourrait être, à votre avis, le stoïcisme aujourd'hui et demain? Quel serait l'avenir du stoïcisme? Comment est-ce que, il pourrait s'articuler avec les thérapies modernes, les connaissances modernes de psychologie, en psychologie? Euh, c'est Ouais, quoi votre il y a vision des plus, choses? il y a plusieurs façons de répondre à ça, mais euh, je vais décider de répondre de la façon suivante. Oui. On n'a pas d'autre choix que le message stoïcien. On n'a pas d'autre choix que d'apprendre jour après jour à nous mettre en paix avec les situations difficiles, à Mm. les accepter
Ouais. Les accepter et se mettre en paix avec elles, ça ne veut pas dire renoncer à agir dans le sens de nos objectifs matériels Mm. et nos aspirations plus symboliques. On n'a pas d'autre choix que ça, parce que si on ne fait pas ça, Ouais. on souffre et peut-être n'a de cesse de nous le rappeler. Mais ce message-là, on le retrouve dans d'autres traditions. Euh, que quand les musulmans nous disent Mektoub ou Inch'Allah, ou quand les chrétiens disent Amen, on retrouve exactement cette même idée stoïcienne. Les stoïciens disent le sage est katafusin, c'est-à-dire qu'il vit en accord avec ce qui est. Il suit ce qui est. Donc, je pense que l'actualité du stoïcisme, mais qu'on trouve aussi cette sagesse de l'apaisement par rapport à ce qui nous arrive, cette sagesse qu'on trouve aussi dans d'autres épistémologies, et j'ai cité deux exemples religieux. Euh, cette sagesse, à nouveau, euh, euh, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers elle, parce que autrement, c'est la souffrance, c'est l'anxiété, c'est la dépression. Donc, votre question, Ali, c'est quoi l'avenir en la matière? Bah, l'avenir, c'est c'est euh, c'est la nécessité d'aller dans cette direction-là, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, on est dans un monde qui est extrêmement anxieux et qui a besoin de ce message d'apaisement. Alors d'y Mm. aller avec des méthodes, oui, bah, différentes du stoïcisme d'il y a 2000 ans avec Épictète ou d'il y a 2300 ans avec Zénon de Kitium. On a parlé d'intelligence artificielle, c'est un exemple, c'est un exemple on va dire, d'approche plus moderne, mais c'est que de la technique. Le fond du Mm. message est toujours le même. On travaille sur soi. Le Mais merci. travail sur moi, le travail sur mes représentations, Mm. le rapport, enfin le travail sur le travail de mon rapport subjectif aux choses. Ouais. Merci beaucoup, Michael Pichat, pour ce podcast hyper intéressant. Où est-ce que les gens peuvent vous lire, vous retrouver, s'ils veulent savoir un peu plus en savoir un peu plus sur vos travaux? Alors déjà, avant tout, ce qu'il faut lire et relire, ce sont les maîtres, c'est Épictète et c'est Marc Aurèle. Mm. Voilà, c'est ça qui compte avant tout. Après, les gens peuvent voir ce qu'on fait sur notre site crisip.org et puis spécifiquement sur les questions d'intelligence artificielle, neocognition.ai. Mais le centre, ce sont les maîtres. Et les maîtres, ce sont notamment Marc Aurèle et Épictète. Super, ouais, merci beaucoup. Je mettrai les liens en description du podcast. Merci beaucoup, Michael Pichat, et je vous souhaite un très bel avenir avec le cabinet Crisip. Merci à vous. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.